Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette séance de rattrapage des meilleurs moments de votre émission préférée. Au sommaire ce soir, plusieurs invités que nous avons aimé recevoir et qu'on ne se laisse évidemment pas de revoir avec vous, du débat. Et à la fin d'émission, vous retrouverez bien sûr Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Nous démarrons par un collectif de danseurs hors du commun qui chorégraphie aussi bien pour des artistes comme la chanteuse Rosalia ou Angèle. J'ai nommé la Horde, mais au fait, qui sont-ils ? Groupe de danse post-internet, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors l'art post-internet, c'est une référence à un mouvement d'art contemporain où les jeunes artistes à un moment se sont retrouvés à être connectés à travers leurs ordinateurs qui étaient leur nouveau bureau, leur nouvel atelier. Et très vite, ça s'est répandu dans le monde. Il y a des esthétiques qui sont sorties de cet art post-internet et tous les trois, on vient de milieux et de pratiques différentes, artistiques. Et donc, très vite, on a parlé de danse post-internet parce que la danse s'est véhiculée sur Internet 2.0 dans les années 2005 très vite parce que le corps a une telle puissance visuelle, mais aussi politique, que très vite, ça nous est apparu comme un mot qui existe entre nous dans notre travail. Et c'est devenu quasiment mimétique, c'est-à-dire que ça prolifère et vous vous inspirez d'eux et en même temps, c'est sans fin. Ce qui était intéressant pour nous, c'est de faire un pas de côté justement et d'analyser justement ces corps présents sur la toile et tous ces mouvements. Donc il y a les mouvements viraux, mais il y a des vraies communautés en fait qui ont pris refuge justement sur la toile internet parce que les clubs ont commencé à fermer et ça a créé vraiment des communautés online. Ouais. Marine Brutti, toutes tes sources d'inspiration, par exemple, vous êtes allée en résidence à Los Angeles et vous êtes allée dans un striptease, eh bien, ça a servi d'inspiration. Oui, alors en fait, on fait partie de la communauté queer et on a beaucoup d'amies lesbiennes qui aiment beaucoup nous amener dans des clubs de striptease et on a découvert toute une nouvelle scène qu'on connaît beaucoup moins sous cette forme en fait en France. Et on s'est posé un peu la question de à quel endroit on met la limite en fait entre la sexualisation des corps quand on danse, je sais pas, Casse-Noisette ou le Lac des Cygnes, et celui du strip club qui est un contexte où on sait qu'il y a des mouvements d'argent et des choses comme ça. Et donc en fait on est revenu au studio avec les danseuses et on leur a posé la question de essayons de voir où se trouvent nos limites, où se trouvent nos pudeurs, où se trouvent aussi nos puritanismes et où se trouve un vrai discours à avoir sur ces questions du lien entre la sensualité, la sexualité et les corps. Vous dites que l'art, être artiste, c'est être éminemment politique. Est-ce que ça va jusqu'à prendre position clairement politiquement ? Par exemple, dans le cas de l'échéance qui arrive, très importante de 2027, une élection présidentielle en France. Je pense qu'on est une multitude de choses. Déjà, on est un collectif avec des individualités, des intimités qui nous sont propres à chacun. Donc c'est vrai qu'on aime bien de parler et de contextualiser d'où on parle. Donc je pense que évidemment c'est politique, mais il y a bien des endroits dans notre société qui le sont éminemment et avec lesquels on aime travailler et avoir notre pratique artistique. Et puis peut-être aussi que on sait qu'on est aussi unis non seulement par une envie de faire des choses, par le désir de rencontrer l'autre et de faire ensemble, mais aussi par la rencontre de valeurs communes. Donc je pense qu'on devrait regretter aujourd'hui que ce soit courageux de dire qu'on est contre l'extrême droite. Enfin, je veux dire, pour nous, c'est un truc de base. Ça va de soi. Ça va de soi. Et du coup, on n'a pas besoin d'être particulièrement politisé pour pouvoir le dire. Ça va de soi. C'est la base. Merci à tous les trois. Pourquoi avoir décidé de consacrer 6 ans de votre existence à l'homme seul qui disait non, pour reprendre encore une formule de Romain Gary ? Écoutez, j'ai toujours rêvé de faire un film sur Don Quichotte. Voilà. Et c'est vrai qu'en rencontrant, à travers les livres, en rencontrant De Gaulle, je me suis dit, tiens, c'est encore mieux que Don Quichotte. Parce qu'on a, on a la même folie qui est tragique, en fait. Don Quichotte meurt de sa folie. La folie qui consiste à finalement mettre le rêve et l'imaginaire en face ou à la place ou devant le réel étant celui de la défaite. Mais en plus, dans ce cas-là, le cas de De Gaulle, on a affaire à quelqu'un qui finalement parvient à force d'obstination à ce que son rêve devienne autre chose qu'un rêve.
Je crois qu'André Malraux avait écrit il n'y avait pas de Charles, en essayant de signifier par là qu'il n'y avait pas d'homme intime ou d'homme qui traînait en pantoufles et en pyjama. Néanmoins, Simon Abkarian, qui incarne De Gaulle, est bien obligé d'incarner aussi Charles. D'ailleurs, on le voit dans une baignoire à un moment donné, puis on le voit dans des moments d'immense vulnérabilité. Comment s'en est-il emparé pour incarner et Charles et De Gaulle, le non-diplomate? D'abord, je crois que Malraux a tort. Il participe à l'édification d'une sorte d'icône qui nous éloigne finalement de ce qui est intéressant, qui est un être humain. Et ce qu'a essayé de faire Simon, ce qu'on a essayé de faire ensemble, c'est justement de retrouver l'être humain. Et donc de chercher l'incarnation plus que l'imitation, et de chercher surtout, et c'est ça qui est intéressant au cinéma, hein, c'est l'intérieur, l'intime. Même dans une scène de bataille, c'est l'intime qui est intéressant. Antonin Baudry, votre film est écrit. On suit bien sûr De Gaulle qui arrive seul, homme seul qui dit non à Londres. Et en parallèle, un jeune homme qui a été un peu oublié par l'histoire, qui s'appelle Fernand Bonnier de la Chapelle. De Gaulle d'ailleurs a dit de lui, il a été soulevé par une juvénile fureur. Jeune homme de 20 ans, il avait à peine 20 ans quand il a assassiné Darlan. Vichiste d'Arlan, et il a été fusillé le lendemain. Et on suit son parcours et son engagement qui aboutira à ce geste tragique. Pourquoi le choix d'écrire en parallèle la trajectoire de Fernand pour faire venir peut-être des jeunes au cinéma et pour leur expliquer ce que c'est que la résistance héroïque? La vérité, c'est que quand on était en train d'écrire avec ma co-scénariste Bérénice Villa, elle m'a fait écouter une lettre, qui était la lecture d'une lettre qui avait été faite à la radio de Fernand à son père. Et j'ai fondu en larmes. Je l'avoue. Et on s'est regardé à ce moment-là, et en fait, on avait tous les deux la certitude que la lettre devait être dans le film. Et elle est dans le film, telle qu'elle. Et à partir de là, on a tiré la pelote de ce jeune homme. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était hyper intéressant de le suivre. Parce que c'est une chose, De Gaulle et les gens qui le rejoignent à Londres, et tous ces bras cassés, croquignolesques, qui deviennent en même temps plus grands qu'eux-mêmes. Mais il y a aussi tous ceux qui étaient réduits au silence dans la France occupée. Ou fusillés quand ils étaient étudiants à la Sorbonne et qui manifestent, et on les voit en novembre 40. Et cette manifestation, elle est incroyable. Parce qu'en fait, c'est le premier message qui est envoyé au monde entier, qu'il y a des Français qui refusent l'occupation nazie. Et c'est pas l'armée ou je ne sais quel corps, c'est des lycéens qui envoient ce message au péril de leur vie. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai été frappé parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît. Et c'est quelque chose de très important, je crois. Et qui a été important dans l'histoire. Vous êtes à la fois docteur en pharmacie, chercheuse, et vous avez travaillé pendant 20 ans quasiment pour différentes entreprises pharmaceutiques, comment dit-on? Le Big Pharma, en quelque sorte. Oui, chez Big Pharma. Puis, comme vous tous, je suis aussi une patiente. Et voilà. Et il vous est déjà arrivé d'entrer à la pharmacie, de dire « je voudrais du Doliprane » et on vous a dit « il n'y en a plus ». Bien sûr. Voilà. Pourquoi les médicaments parmi les moins chers sont les plus touchés par leur pénurie, justement? Donc, c'est à la fois des médicaments qui sont parmi les moins chers, donc avec un prix d'usine, en sortie d'usine inférieur à 5 €, mais c'est dans 98% des cas aussi des médicaments qui sont sur le marché depuis plus de 10 ans. Donc, c'est des médicaments qui sont vieux et pas chers. Et c'est ceux-là qui subissent le plus de pénurie. Alors pourquoi? Mais parce que, à l'origine, parce que c'est pas assez rentable pour ceux qui les produisent? Alors en fait, le prix du médicament ne cesse de baisser tout au long de sa vie. Donc au bout de 10 ans, en général, c'est à peu près à au niveau de cette échéance qu'en fait le brevet va tomber. Et donc les génériques vont arriver. Et donc là, les prix effectivement baissent énormément, la concurrence arrive. Et on se retrouve du coup avec des médicaments pour lesquels les prix sont probablement aujourd'hui beaucoup trop bas. Voilà, donc les vieux médicaments aujourd'hui sont les médicaments qu'on connaît le mieux et qu'on utilise le plus. Et donc ce sont ceux en fait qui soignent le plus grand nombre. J'avais sorti le Doliprane pour évoquer avec vous la souveraineté sanitaire, mais on va en parler avec Anna à propos du numéro 1 des génériques en France qui est passé sous bannière britannique. Vous savez évidemment de qui on veut parler. Oui, Biogarant, c'était fin janvier, le géant des médicaments génériques qui produit, on va le voir, les petites boîtes paracétamol, ibuprofène et amoxicilline, entre autres, a été cédé au fonds d'investissement britannique BC Partners, une opération qui a été évaluée entre 800 millions et 1 milliard d'euros et qui fragilise la souveraineté sanitaire de la France à peine un an après la vente du fameux Doliprane aux Américains. Alors Bercy assure que des conditions strictes ont été imposées aux nouveaux acquéreurs. L'État français devient actionnaire minoritaire de Biogarant à hauteur de 15% via l'établissement public BPI France. Clémence Marc, est-ce que vous pensez que pour préserver la souveraineté de ces médicaments, il aurait fallu nationaliser leur production? Oui. Cri du cœur. Ça m'a mise très, très, très en colère d'apprendre
au mois de janvier, effectivement, que Biogarant avait été vendu, parce que Biogarant, ça aurait été la plateforme idéale pour transformer ça en un établissement français du médicament, qui permettrait de conserver sous un pilotage public, c'est-à-dire sortir vraiment d'une logique de lucrativité, les médicaments les plus essentiels, qui sont les génériques, et qui sont tous dans le portefeuille de Biogarant. Donc on avait la structure idéale, on avait le siège en France, toutes les compétences, les contrats avec toutes les usines, parce que Biogarant n'a pas d'usine, mais il fait travailler énormément de PME françaises et européennes. Donc on aurait eu vraiment la plateforme idéale. Clémence Marc, une dernière question. Faire sans, ça peut aussi vouloir dire prendre moins de médicaments, c'est-à-dire avoir une autre approche, nous, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle citoyenne. Oui, évidemment, parce que le moyen le plus évident de réduire les pénuries, c'est d'avoir moins besoin de médicaments. Et donc d'investir massivement sur la promotion de la santé, sur la prévention, et puis même quand il y a besoin, il y a aussi d'autres possibilités, d'autres alternatives, parce qu'on a le recours un peu facile aux médicaments. C'est très rapide de rajouter une ligne sur une ordonnance, c'est très rapide de prendre un comprimé, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites pour se soulager, se soigner. Une question en préambule, il y aura des fraises en 2055 ? Ça dépend de nous. Ça dépend si on arrive effectivement à atteindre cette neutralité carbone. Et oui, l'idée, c'est aussi qu'on garde des fraises. Certes, pour pouvoir les sucrer. Pour pouvoir les sucrer. Bienvenue en 2055 aux éditions du Seuil. On peut rappeler ce que c'est que la neutralité carbone. C'est l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et leur absorption par les puits de carbone, c'est ça? C'est le fait Autrement dit, les océans, les arbres. Exactement. Et aussi de la technologie humaine. C'est le fait de ne plus ajouter aucune molécule de CO2 d'origine humaine dans l'atmosphère. Alors, en 2055, neutralité carbone. Néanmoins, vous dites, il n'y aura plus les 4 saisons que nous avons connues. Alors, il faut bien savoir que tant qu'on n'atteint pas cette neutralité carbone, le climat continue à changer. Tant qu'on ne l'a pas atteint, il a continué à changer. Et donc, on est arrivé en 2055, dans la trajectoire actuelle. On est à peu près à 2 degrés au niveau mondial. Plus 2 degrés. Plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc en gros aux années 1900. Et en France, on est à peu près à 2,7. Ça change quand même beaucoup la France. Il faut savoir que, et ça aussi c'est important, ni vous ni moi n'avons jamais connu un climat réchauffé à ce niveau-là. En fait, on ne connaîtra plus jamais le climat qui était le nôtre quand on était enfant. Avec les fameuses 4 saisons. Mais dans le 28 minutes de 2055, dans cette émission, il y aura une table qui sera plus en plastique. On sera habillé comment, en fait, pour Alors, effectivement, on va devoir être à la page? On va devoir se passer des matières fossiles. Et donc, par exemple, le plastique, ça consomme énormément d'hydrocarbures, énormément d'énergie. Mais là aussi, on a plein de moyens. On va apprendre à désemballer. Enfin, on emballe tout aujourd'hui. On va aussi trouver des solutions alternatives, notamment des plastiques alternatifs. Cette table, elle pourrait être en bois, par exemple. Ou alors des plastiques biosourcés. Vous évoquez ça aussi. C'est quoi du plastique biosourcé? C'est des plastiques qui sont fabriqués à partir de matières biologiques. Donc, on a plein d'innovations en cours. Mais c'est aussi l'idée d'en faire moins pour les réserver d'usages essentiels. Par exemple, nos vêtements ici sont tous en plastique, en fait. Sauf peut-être vous avez la chance d'avoir des vêtements zéro synthétiques. Mais alors, ils seront en quoi? Alors, ça peut être en laine, ça peut être en chanvre, ça peut être en lin. Fibre végétale. Ça peut être aussi des nouvelles fibres textiles avec du recyclage. Ça peut être, par exemple, des matières qu'on va réemployer et réutiliser. Mais ça ne veut pas dire que derrière, on arrête toute l'industrie textile. Au contraire. Mais on va retrouver peut-être du sur-mesure, on va retrouver les métiers de la couture, les métiers de la mode. Vraiment, c'est une transformation des métiers de la main, le métier manuel, avec des métiers qui ont plus de sens, qui demandent évidemment de revoir la formation, l'enseignement. Il va falloir recréer ces filières professionnelles qui sont loin d'être les filières poubelles qu'on décrit aujourd'hui. On va réinventer le petit commerce, on va réinventer... En fait, l'idée, c'est de réinventer une société dans laquelle le mieux, c'est substituer au plus, sans que ça dégrade nos conditions de vie. La décarbonation, c'est pas juste un problème à résoudre. En fait, c'est la solution à nos problèmes actuels. Une dernière question à propos des villes. Il n'y a pas que les prairies et l'agriculture, il y a aussi les villes. En 2055, vous dites que les villes auront une caractéristique, elles seront silencieuses. Oui, parce que... Alors là, c'est pareil, ça semble contre-intuitif. On aura moins de circulation. On va pouvoir développer des modes de transport en commun collectifs. Et quand vous êtes en collectif, par exemple, pour une personne âgée, ça rompt l'isolement. Du transport à la demande. On aura des rues plus sûres, parce qu'il y a moins d'accidents. On aura des rues aussi où on entend les oiseaux. On aura des rues plus vertes. Enfin, on peut imaginer en fait plein de choses en se disant que ce qui semblait punitif est en fait une manière d'améliorer la vie des gens. C'est formidable, c'est une antidote à l'éco-anxiété. Vous réenchantez le futur qui nous semblait plombé. Merci pour ça.
Marc-André Sellos, à propos de biodiversité invisible, dans votre corps et dans le nôtre, il y aurait quoi 38 000 milliards de bactéries, levures et autres... Oui, dans le corps et à la surface du corps, c'est les fameux microbiotes qui nous aident pour notre santé, qui sont une biodiversité énorme, 5 à 10 000 espèces par personne, mais surtout plein de fonctions et d'aide à nos fonctions. En fait, c'est les artisans de notre santé. C'est un des endroits où on a besoin de la biodiversité et où son érosion peut nous abîmer le plus. En Europe, on évoque d'ici 2040, si rien n'est fait, l'effondrement de la biodiversité, effondrement des oiseaux, de la biomasse aviaire. 40% des arbres d'Europe auront disparu. Vous vous alarmez ? Oui, alors je m'alarme effectivement parce que ça va à une vitesse croissante. Pour l'instant, on est à 5 à 10% des espèces qui ont disparu. Mais la diversité génétique, elle, est beaucoup plus entamée. C'est au moins 10%. Il n'y a aucune espèce où elle n'est régressée. Et c'est le début de l'extinction, ça. Parce que c'est la perte d'adaptabilité des espèces. Et moi, je m'alarme non pas pour la biodiversité, parce qu'elle a du ressort. Elle a survécu à plein d'extinctions. Mais pour ceux qui l'utilisent, figurez-vous que parmi eux, il y a nous. Et que si on est humaniste, on ne peut pas éviter de faire un tour par la biodiversité. Mais alors, ce qui est passionnant et fascinant, parce que vous êtes très astucieux, c'est que vous évoquez l'utilitarisme. Vous disiez des gens qui se fichent pas mal de la biodiversité parce qu'il y a d'autres intérêts dans leurs existences ou parce que la fin du mois l'emporte sur la fin du monde. Et vous dites, justement, il faut prouver à ces gens et à tout le monde que le coût de la fin de la biodiversité est supérieur à celui de l'entretien de la biodiversité. Et peut-être que comme ça, on pourra les convaincre d'œuvrer. On est sur un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que chaque euro placé dans la protection de la biodiversité peut éviter d'en payer 10. Vous voyez, par exemple, il y a des endroits aux États-Unis où il n'y a plus de chauves-souris. Eh bien, il faut utiliser plus d'insecticides parce que les chauves-souris ne mangent plus les insectes. On augmente la consommation d'insecticides de 31% dans ces comtés-là. Et dans ces comtés-là, on a une mortalité infantile qui augmente de 8%. Parce que cancer juvénile, parce que malformation à la naissance. Et vous voyez que c'est un humanisme que de prendre en compte la biodiversité pour les cultures, en l'occurrence le fonction insecticide de ces espèces de chauves-souris, et pour l'humain qui, après tout, est tellement placé au cœur de la biodiversité qu'il peut prendre des balles perdues des façons dont nous tuons d'autres aspects de la biodiversité. Mais vous dites que la biodiversité cicatrisera toujours, hein, c'est à peu près ce que vous venez de dire. Mais pourquoi pas nous alors ? C'est ça qu'on a du mal à saisir. En fait, la biodiversité, elle est perpétuellement générée par le vivant. Si vous avez des enfants, ou si vous avez eu des parents, vous savez que les lois de l'hérédité font que les descendants sont un peu différents de leurs parents, parce qu'ils ne reçoivent pas tous les gènes de chacun des deux parents. Il y a aussi des mutations. Il y a aussi chez les microbes des transferts de gènes. Donc il y a en permanence des nouveautés qui apparaissent et qui se font. Et puis la sélection naturelle en retire. Et nous d'ailleurs, on change les règles de la sélection naturelle en changeant le climat, en ajoutant des pesticides, en ajoutant des polluants. Et du coup, il y a une érosion de la biodiversité. Mais tant qu'il en restera un, l'histoire continuera. Et la biodiversité est passée à travers de très nombreuses extinctions. Au Permien, on perd 95% des espèces qui vivent sur les continents. C'est reparti. Quand on a perdu les dinosaures, on a fait les humains. Ah oui, mais alors, quand il y a une extinction, il y a les perdants. Et moi, j'aimerais être sûr qu'on ne va pas être parmi les perdants en qualité de vie, ou même en vivabilité, en exploitabilité du monde. Mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas réalisé à quel point nos sociétés sont engrenées dans la nature, au point que... On est enchâssés dans la nature. Intriqué, encastré, contriqué, trouvez tous les mots que vous voulez. La nature, c'est nous. On vous surnomme Steve le phoque. Or, le phoque a des prédateurs, si je ne m'abuse, l'orque, le phoque léopard, certains requins. Comment faites-vous ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, en tant qu'humain, évidemment, on arrête de dire des bêtises, d'être confronté, lors de vos nages, lors de vos traversées, lors de vos contours d'île, à des prédateurs animaux ? Oui, complètement. Ah ouais ? Parce qu'on redevient une proie en pleine nuit, j'ai rien à faire en pleine nuit. Donc, des requins qui viennent près de nous. Ouais. Bon, il y a les méduses, ça c'est une chose, mais c'est assez virulent aussi, les piqûres de méduses selon les espèces. Ouais. Ça accélère le rythme cardiaque selon les toxines. Donc oui, je suis confronté à ces éléments parce que je ne suis pas chez moi, je suis un invité. Donc il y a beaucoup d'humilité à avoir aussi. Mais j'ai accepté ce risque. Le risque ? Le risque. C'est tous les risques. Voilà, si vous n'avez pas fait ce travail en amont, jamais vous sautez la nuit dans le détroit. Donc moi, pour pallier à ces peurs, j'annonce toujours mon intention avant de partir. Je m'adresse
alors ça peut paraître irrationnel, aux éléments, à la nature, les requins, les baleines. J'annonce toujours voilà, ce que je viens faire, je suis un ami, et ça m'aide en fait à pallier ces peurs. En fait, je sais que je vais être confronté à ça, donc toutes les choses, je les travaille au préalable, c'est-à-dire que là j'ai la nuit, dans les algues, les méduses, c'est pas naturel, donc je me suis entraîné aussi dans les bancs de méduses pour m'immuniser aux piqûres. Alors, pour accomplir la triple couronne du bout du monde, on va voir la carte, et ben, vous préparez ardemment, hein, vous le dites, et notamment vous passez du temps dans un congélateur. Enfin, c'est quand même une discipline de fer. Il y a beaucoup de rigueur à avoir parce que le principal ennemi dans cette discipline, c'est le froid. C'est simple à comprendre, c'est physiologique. Votre corps est à 37 degrés, 38 sur les personnes. Mais pas la mer. Mais voilà, et donc rien qu'en restant statique, vous allez déjà brûler beaucoup de calories pour rester à votre température initiale. Donc, d'où l'importance de prendre des calories en amont. C'est ça, la ceinture de graisse, 40-45 kilos, qui est un peu diminuée, mais enfin quand même, on en devine quelques reliefs. Une centaine aujourd'hui. 1 kilo de poisson gras par jour. Selon les traversées, oui. Selon les traversées. J'ai une variante aujourd'hui de passer à 110 kilos et à 100 kilos en 2 mois. J'adapte mon organisme aux traversées. Comme un sumo Tori. Voilà, exactement. Alors, on va évoquer avec vous et avec Anna le fait qu'on se demande évidemment, est-ce qu'on aurait tous la capacité à devenir comme ça un sportif ou un athlète de l'extrême? C'est une bonne question et c'est un défi scientifique et sportif qu'ont lancé le CHU de Saint-Étienne et l'université Jean Monnet à 40 personnes, des volontaires sédentaires âgés de 25 à 50 ans. L'objectif, c'est de transformer ces adeptes du canapé en sportifs capables de terminer une course de 100 km avec 6000 mètres de dénivelé positif lors du prochain Ultra Trail du Mont Blanc qui aura lieu en 2027, et cela en seulement 18 mois. Une expérience qui cherche à démontrer que la sédentarité est l'un des plus grands facteurs de risque pour la santé et qu'à l'inverse, les bienfaits de la santé physique sont à la portée de tous. Alors est-ce que pour vous, à chaque fois que vous préparez un défi, la dimension scientifique, elle est importante? Elle est très importante. Déjà de s'entourer des bonnes personnes, parce que moi, ce qui m'anime, c'est la capacité de mon organisme à s'adapter à différents environnements. Alors j'ai la chance de travailler avec le professeur Desrumeaux, qui est un grand gastroentologue, qui étudie ma flore intestinale, le biotope, parce que je bois de l'eau de mer par mégarde, je bois la tasse en permanence. Et il s'avère que dans l'eau de mer, il y a des micro-organismes, des phages, qui s'isolent sur ma paroi intestinale. Et aujourd'hui, on étudie ces phages. Ça fait l'objet d'une étude auquel il va y avoir une prochaine publication avec la Fondation d'Age Science. Donc, c'est très enrichissant pour moi, parce qu'on est toujours en quête de performance, donc de s'entourer des bonnes personnes. Encore merci Steve Le Foc. Nous poursuivons notre séance de rattrapage des meilleurs moments de 28 minutes et on démarre avec un débat autour de la voiture électrique. Le chiffre du jour pour commencer, Benjamin Sportouche, c'est à vous. En France, les ventes de voitures électriques neuves ont donc bondi de 81% en mai par rapport à l'an dernier. Chez les particuliers, un achat sur 3 est désormais électrique. Ce rebond concerne aussi le marché de l'occasion. Léo Larivière, c'est donc pour vous le principal moteur de ce rebond, le prix du carburant qui est très cher aujourd'hui à la pompe? Alors effectivement, c'est l'une des explications phares puisque l'électrique a le grand avantage de nous finalement libérer de cette dépendance au pétrole. La deuxième raison, c'est le fait qu'on a aujourd'hui des véhicules électriques qui sont de moins en moins chers. Les prix commencent à baisser. Pourquoi ? Combien c'est une voiture électrique citadine? C'est à peu près autour de 30 000 euros aujourd'hui, 33 000 euros, ça commence à descendre. Après, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la plupart des gens n'achètent pas des véhicules neufs, ils achètent des véhicules d'occasion. Donc finalement, il y a une sorte d'effet de transition avec d'abord des véhicules électriques achetés sur le marché du neuf, qui arriveront ensuite sur l'occasion, et c'est là que les classes moyennes et puis les ménages précaires pourront y accéder. Pourquoi est-ce qu'on commence à avoir des véhicules électriques moins chers qui arrivent? C'est grâce aux normes CO2 européennes, puisque grâce à cette réglementation, les constructeurs sont obligés de vendre de plus en plus de véhicules électriques, et pour faire ça, ils sont obligés de se mettre à élargir le marché, proposer des véhicules plus petits, moins chers, plus abordables. Et c'est comme ça qu'on voit arriver des R5, des C3, etc. Et en revanche, recul des thermiques, Yves Caron. Oui, mais ce n'est pas un problème. De toute façon, l'électrique et le thermique vont cohabiter, que ce soit en hybride rechargeable, en prolongateur d'autonomie, en moteur thermique pour la batterie. On a des voitures électriques encore moins chères. La R5, la R5 5, elle est à 25 000 euros. Si vous enlevez 3 000 euros, vous l'avez à 22 000. Mais vous pouvez dire avec le bonus. Avec le bonus qui est à 33 000, c'était sans les aides. Non, mais il y a même moins cher. Le problème d'une R5 Vibe qui est charmante, qui se vend beaucoup, c'est que vous ne pouvez pas la brancher sur les bornes rapides. Donc, quand vous êtes à 10%, ça prend plusieurs heures pour la recharger. Donc,
c'est vrai que, vous savez, je dis toujours, le problème de la voiture électrique, c'est que si vous avez un budget de 20 000 euros ou 100 000 euros en thermique, vous aurez le même usage. Pas avec une voiture électrique. Une voiture électrique à 20 000 euros, il y a peu d'autonomie, il y a un grand temps de recharge. Si vous avez à peu près le même usage avec une voiture électrique, c'est 40 000 à 50 000 euros. C'est ça le gros problème aussi, l'électrique. Et Émilie Binois, ça profite à qui? Aux Chinois ou aux constructeurs européens, là, cet engouement? Cet engouement, en fait, si on regarde les ventes, les Chinois, aujourd'hui, c'est 8% des ventes. Ils ont 8% de part de marché, en gros. Sur le véhicule électrique. En Europe. En Europe. France, c'est beaucoup plus bas. Pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, sur le véhicule, sur le véhicule électrique, ils sont à peu près à 7%, je crois. Et si on est toutes marques confondues, ils sont à 3% du marché. Okay. En revanche, là où ils ont un vrai avantage, c'est sur la filière des batteries. Et ça, c'est très important. Parce que eux, quand ils se sont développés sur le marché de l'électrique, ils ont commencé par la batterie. Ils ont énormément développé la batterie. Et pendant que nous, en fait, en Europe, on tergiversait sur est-ce qu'on continue, est-ce que cette réglementation doit s'arrêter, on la repousse, etc. On a perdu beaucoup de temps. Et notre filière a mis beaucoup de temps à se développer. Ce qui fait qu'on a pris beaucoup de retard. Et les Chinois sont aujourd'hui, ils détiennent 20% de la production européenne de batteries en Europe. Et ils importent 50% des batteries qu'on vend en Europe aujourd'hui sont chinoises et elles sont importées depuis la Chine. Et 90% des matières premières et des terres rares qui sont dans les batteries. Dans les batteries, mais on va y revenir. On va y revenir aux batteries. On parle de recharge. Vous parlez de recharge, c'est important. Hein. L'un des facteurs qui peut bloquer l'achat d'un véhicule électrique, c'est le manque de bornes de rechargement. Alors, les initiatives se multiplient, comme sur ce parking de supermarché. Regardez. Quoi de mieux qu'un parking de supermarché pour vous faire patienter pendant la recharge de votre voiture électrique? Sans borne chez lui, Julien Rouzière vient 2 fois par semaine dans ce magasin recharger son véhicule. Il y a un double avantage. Le premier, c'est que ça me permet de faire mes courses et pendant ce temps-là, ça recharge. Et en plus, ce magasin-là met des conditions avantageuses pour la recharge avec des systèmes de cagnotte. Les bornes de recharge électriques, désormais produits d'appel. Objectif des grandes surfaces, vous faire consommer dans leur magasin. Léo Larivière, on a passé un cap là dans l'équipement en rechargement, en borne de recharge, parce que ça reste quand même cher en tant que particulier si on veut le faire dans son pavillon par exemple. Hein, il faut compter entre 1 200 et 2 500 euros, c'est pas rien. Il faut aller sur ce genre de structure. Alors 1200, 1500, c'est plutôt si on veut des grosses bornes avec de la recharge rapide. Et en fait, personne n'a vraiment besoin de ça chez soi. En réalité, chez soi, on a besoin de recharger lentement. Pendant la nuit 7 kWh. Voilà, exactement. Donc ça, on va être plutôt sur du 150, 200 euros à l'installation. C'est beaucoup moins cher que ça. Il faut vraiment différencier les usages. En fait, la plupart du temps, on fait peu de kilomètres, on a le temps de se recharger. Et donc, dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'aller sur des installations très chères. On fait peu de kilomètres en ville, mais par exemple dans les zones rurales où on fait 70, 100 km par jour. Oui. Et dans les zones rurales, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on rentre bien chez soi le soir, on va recharger pendant la nuit, et les autonomies moyennes aujourd'hui du véhicule électrique sur le marché, c'est 450 km. Donc on a largement de quoi faire 100 km dans la journée. Vous êtes très convaincant, mais votre voisin a l'air moins convaincu. Parce que Léo, quand il annonce une autonomie de plus de 400 km, c'est des voitures à 40 000 ou 50 000 euros. Quand on a des voitures qui sont à 25 000, 30 000, on est plutôt à 200, 300 km annoncés. Et voire beaucoup moins, il y a même des personnes... Ce qui est très bien par rapport aux usages. C'est bien, oui, si on fait 200 km dans une journée, ce qui est déjà énorme, ça suffit largement. Mais on a même des procès qui commencent à arriver, de particuliers qui attaquent des constructeurs en disant « Vous m'avez vendu une autonomie à 400 km, en fait, j'en fais que 250 et je vous attaque. » Donc, il faut faire attention. Mais Émilie Binois, ça a quand même convaincu les artisans. On disait récemment encore, voilà, les utilitaires, ils ne s'électrifient pas. Voilà, aujourd'hui, on se rend compte que le parc aussi professionnel est en train de devenir électrique. C'est pas rien. C'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans les immatriculations et dans le bon, il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est l'électrification des flottes d'entreprises. Ce sont des gros acheteurs. Aujourd'hui, la fiscalité est tellement lourde sur les véhicules émetteurs de CO2 qu'ils sont obligés de s'électrifier. Et donc, une immatriculation sur 2, au sein des flottes, c'est un véhicule électrique. Incitation fiscale, c'est un marché. C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on est à 40% de part de marché sur les sociétés en électrique, sur les voitures. Sur les utilitaires, on est autour de 15-20%. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire parce qu'en 2023, on était à 12%. Et on est passé à 40%. C'est à peu près 30% du marché du neuf. Donc c'est aussi ce qui explique ce boom absolu de l'électrique dans les immatriculations. Et c'est très intéressant d'abord parce que les entreprises, elles vont aussi se libérer du pétrole et donc les aléas du marché pétrolier, pour le coup, c'est quelque chose qui ne va plus les concerner. C'est des acteurs qui renouvellent très vite leurs véhicules, au bout de 3-4 ans en moyenne. Donc c'est des véhicules qui vont arriver sur le marché de l'occasion, qui vont perdre de la valeur et qui vont pouvoir être rachetés par les classes moyennes. Moins cher. Donc c'est vraiment
finalement tout bénef pour tout le monde, cette histoire d'électrification des véhicules de société, et c'est grâce à la fiscalité, effectivement. Et qui perdent beaucoup de valeur. D'ailleurs. Les voitures électriques perdent beaucoup plus que des thermiques sur les premières années. Mais Émilie Binois, ça n'empêche pas Stellantis d'investir 1 milliard d'euros en France. Mais alors, ça va être quoi ces investissements exactement ? Alors Emmanuel Macron avait annoncé 1 milliard consacré au développement des véhicules électriques par Stellantis. Bon, c'est pas tout à fait ça. En fait, quand Stellantis a présenté son plan, on se rend compte que c'est plutôt 1 milliard dans des plateformes multi-énergie. Ça veut dire que Stellantis ne veut pas mettre tous ses sous dans le même panier électrique. En gros, il n'est pas encore sûr est-ce que l'électrique va vraiment fonctionner, etc. Et surtout, ils ne veulent pas se mettre à dos leurs partenaires chinois. C'est-à-dire que c'est vraiment du made with China. Et donc, par exemple, ils vont développer leurs 2 chevaux avec Leapmotor sur une architecture qui appartient à Leapmotor. Donc voilà, il faut... Donc avec les Chinois. Et bien alors justement, puisque vous parlez de coopération, on va en parler avec vous trois et avec Anna. Il n'y a pas seulement de la concurrence, mais il y a aussi de la coopération avec la Chine. Oui, ces derniers temps, les co-entreprises franco-chinoises fleurissent. Il y a eu l'exemple de Renault avec le chinois Geely, une co-entreprise nommée Horse, créée en 2024, détenue à 50-50 par les 2 pays. C'est d'ailleurs Geely qui a permis à Renault de sortir sa nouvelle Twingo tout électrique en moins de 2 ans. La conception a été pensée à Shanghai par des équipes franco-chinoises et l'assemblage, lui, s'est fait en France, en Seine-Maritime précisément. Autre exemple de partenariat récent, Stellantis qui a annoncé il y a 2 semaines une nouvelle co-entreprise avec son partenaire chinois Dongfeng. Et ensemble, ils envisagent de produire un nouveau modèle de véhicule électrique à Rennes. Et ces partenariats, ils permettent à la France non seulement de partager ses dépenses de recherche et développement, de bénéficier du savoir-faire chinois et pourraient peut-être lui permettre de rattraper son retard technologique vis-à-vis de la Chine. Et puis enfin, dernier exemple, avec la pose la semaine dernière des premières pierres d'une usine à Dunkerque, franco-chinoise, qui produira des composants de batteries électriques. Là encore, une co-entreprise détenue à 51% par l'entreprise chinoise XTC et à 49% par le français Orano. Et voilà ce que disait Roland Lescure, le ministre des Finances, qui s'en félicitait. Ça va montrer qu'on peut travailler, la France et l'Europe d'un côté, la Chine de l'autre, de manière à être gagnant-gagnant. Yves Carra, est-ce que c'est vraiment gagnant-gagnant ou alors est-ce que c'est simplement la possibilité pour la Chine de rentrer facilement dans le marché français et européen et puis de contourner les droits de douane ? À court terme, c'est gagnant-gagnant, parce qu'il y a des usines qui sont à 50% de leur production, donc les Chinois disent fabriquez nos voitures, comme ça elles sont fabriquées en France, il n'y aura pas le malus, etc. Sur le moyen et long terme, le concurrent va absorber le plus petit, quoi. Je veux dire. Vous pensez que c'est un cheval de Troie pour les Chinois ? Oui, je pense que, mais c'est une bataille économique, voire une guerre économique. En Chine, les entreprises sont subventionnées par l'État. Je crois que c'est un secret pour personne. Donc voilà, faut pas se faire d'illusions. Dans les 10-15 ans qui viennent, les Chinois domineront l'industrie automobile européenne, allemande compris, parce que c'est les plus forts, qu'ils ont une grosse technologie, même en hybride, même en thermique, ils sont bien. Et que voilà, vous savez, il y a un chiffre en 2019, ils exportaient 300 ou 400 000 voitures. En 2025, 7 millions. Vous voyez, ça va très très vite, c'est un raz-de-marée qui arrive. Est-ce que l'Europe, Émilie Binois, n'a pas fait une erreur en allégeant l'interdiction de vente de voitures thermiques neuves après 2035 ? Je pense que ça va faire débat avec votre voisin, finalement. C'est pointe au cœur, là. Mais d'abord, pourquoi est-ce que l'Europe va peut-être revenir en arrière ou est-ce que maintenant c'est fait, ce ne sera plus une obligation d'ici 2035 de vendre uniquement de l'électrique ? En fait, d'abord, pour donner une petite précision, l'interdiction ne porte pas sur les véhicules thermiques et l'obligation de vendre des véhicules électriques. Il ne faut plus vendre de véhicules qui émettent du CO2. Alors, ça paraît... Dans les faits, c'est pareil. Ouais. C'est pareil, sauf qu'il y a d'autres opportunités possibles. Enfin, on peut en parler. Les carburants de synthèse, les e-fuels, pourquoi pas. Qui ont été autorisés. Oui, absolument, ils ont été autorisés. Mais deuxième génération, pas les premières générations. Non, mais juste c'était une erreur ou pas pour vous ? Oui, pardon. Est-ce que c'était une erreur ? Je vais pas répondre. Je peux pas répondre. Est-ce que c'était une erreur ? Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas la martingale et que je ne sais pas comment on peut faire pour combiner climat, travailleurs et consommateurs sans qu'il y ait des dégâts. Donc si on veut effectivement atteindre la neutralité carbone, il va falloir y aller. Il va falloir aller sur l'électrique. Et donc il y aura des dégâts. Et c'est pas parce qu'on va installer plein d'usines avec plein de Chinois qui savent faire, qui savent produire. Le fait est qu'on aura encore un problème de surcapacité et on va retrouver les mêmes problématiques, que ce soit des usines avec des capitaux chinois ou des usines 100% européennes. L'échéance de 2035, ça aurait pu aider à l'électrification. Yves Carra, peut-être faire diminuer les prix s'il y avait davantage de ventes. Ils se sont trompés de cible, les députés européens. Ah bon ? C'est pas le moteur thermique le problème, c'est le pétrole qu'on met dedans.
Oui, donc les émissions de CO2. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des voitures qui roulent au superéthanol. Moi, je roule au superéthanol. Je pollue quasiment pas et je paye mon litre moins d'€1. Vous avez le B100, vous avez le bioéthanol, le biocarburant, vous avez plein de choses. Il y a 2 jours, j'ai vu un camion avec une grande affiche. Moi, je roule à l'huile de colza. Ok, tant que c'est pas en concurrence. Non, mais je veux dire, on sait mettre autre chose, plein de choses dans un moteur thermique pour qu'il ne pollue pas et que ce soit pas du pétrole. Donc, ils se sont trompés de cible. C'est le moteur, c'est le pétrole qu'il faut enlever, pas le moteur thermique. Alors, effectivement, si on demande aux vendeurs de bioéthanol si c'est bien le bioéthanol, ils vous diront c'est bien le bioéthanol. En fait, la réalité, c'est qu'une partie significative de ce qu'on met dans le bioéthanol est importée. Donc, en termes de souveraineté, c'est pas top. Et par ailleurs, on a de toute façon une contrainte physique. Quand bien même on voudrait un moment mettre du bioéthanol partout, on ne pourrait pas parce que tout simplement on n'a pas assez de terres agricoles pour le faire. Sur 2035, mais on a autre chose que du bioéthanol. Un point important, c'est que finalement, on a quand même beaucoup hésité en Europe sur la transition électrique en se disant est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. 2035 a eu quand même un intérêt, c'est de dire on a une date butoir, on va aller dans ce sens-là, et donc il y a eu des investissements énormes qui ont été faits. En France, on a investi 25 milliards pour faire ces gigafactories, pour convertir les sites d'assemblage, et ça nous a permis d'une certaine manière d'être encore dans la course. Sans 2035, on serait encore à vendre des voitures thermiques pendant que le monde s'électrifie et on serait totalement à la ramasse. Donc c'est ça qui est intéressant avec 2035. Maintenant, est-ce qu'il faut l'amender, mettre un peu de souplesse? Pourquoi pas? Après, l'enjeu, c'est quand même de tenir le cap, parce que le marché automobile est en train de partir très vite à l'électrique. Et si on n'est pas capable de concurrencer les Chinois sur cette technologie, eh bien tout simplement, on n'existera plus sur la carte du marché automobile de demain. Émilie Binois, la Norvégien, c'est 98% de voitures électriques. Bon, comment ils ont fait? Ils ont investi massivement, c'est comme ça? Avec par exemple des voitures de location qu'on ne trouve qu'électriques là-bas. Oui, mais c'est un peu... alors je fais cette comparaison. Non, mais c'est un peu l'image de la Chine. C'est-à-dire qu'en Norvège, ils ont décidé ça il y a très très longtemps. Ça date d'il y a au moins 15 ans, cette stratégie. C'est 98% des ventes en 2025. Voilà. Donc ça veut dire volonté politique. Ils ont mis le paquet là-dessus. Il y avait une vraie volonté politique. Nous, au niveau européen, on a hésité. Et les hésitations. Il y a eu 200 milliards investis quand même en Europe pour les voitures électriques. C'est pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. On n'en parle pas assez. On l'entend pas assez. Et on ne parle pas non plus de l'origine des capitaux. C'est-à-dire que si vous prenez les 200 milliards, 109 milliards, c'était pour la filière batterie. Et je vous ai dit tout à l'heure, 20%, c'est des capitaux chinois, 40%, c'est des capitaux coréens. Faut regarder ça, 5%, c'est européen. Seulement 5% de ces capitaux. Donc il y a un problème de souveraineté à un moment donné là-dessus. Il y a quand même un problème, oui. Vous n'avez pas l'impression que sur les 200 milliards, par rapport à tout ce qui a été investi, on a eu peu d'effets finalement? Parce qu'on en est quand même toujours qu'à 2-3% de voitures électriques en France. Nous resterons sur votre question, car le débat est terminé. Vous reviendrez répondre tous les trois à votre question, et ainsi de suite. Voilà. Merci en tous les cas à tous les trois. Oui, mais c'était passionnant. La clim a-t-elle été inventée dans les cinémas? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En 1925, à New York, un petit génie de 49 ans s'attaque à un problème brûlant. Les salles de cinéma sont désertes l'été. Logique, avec les machines et les centaines de spectateurs entassés dans l'obscurité, la température y devient vite insupportable. Les propriétaires de ces palaces flambant neufs perdent des fortunes pendant les mois chauds. C'est alors que les cinémas appellent à l'aide un ingénieur qui a fait ses preuves dans une imprimerie. Si Willis Carrière a réussi à déshumidifier l'air pour sauver du papier, il pourrait le refroidir dans un cinéma. Voilà comment il est mandaté pour installer un système d'air conditionné au Rivoli Theater en plein Times Square. Le succès est immédiat. Les New-Yorkais en nage s'y précipitent pour découvrir un phénomène nouveau, le froid artificiel. Peu importe le film projeté, on vient d'abord et avant tout pour la fraîcheur. La magie opère si bien que tous les cinémas du pays s'équipent. Hollywood comprend vite l'intérêt de sortir ses superproductions en été. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, les blockbusters sortent majoritairement pendant la saison chaude. L'air conditionné conquiert ensuite toute la société américaine, les grands magasins d'abord, les bureaux et enfin les habitations. En France, l'histoire est différente. L'air conditionné ne s'y développe vraiment qu'à partir des années 1960. Les Européens ont longtemps préféré l'air naturel au système mécanique. Les experts français, interviewés en 1970, prédisaient pourtant, avec assurance, qu'en l'an 2000, tous les locaux seraient climatisés. Raté. Aujourd'hui, si 90% des logements américains sont équipés de climatisation, seuls 4% des foyers français en possèdent. Mais ce qui est certain, c'est que sans le cinéma, nous ne pourrions pas contribuer avec autant de panache au réchauffement climatique. Et oui, une climatisation peut consommer jusqu'à 50 fois plus d'électricité qu'un réfrigérateur. Voilà, vous dînerez moins bête. Marie Bonisseau, Xavier Maudit,
L'heure de vos chroniques est arrivée. Chouette. Un épisode de chaleur extrêmement précoce, remarquable, en tout cas d'un point de vue des climatologues et des météorologues. Et vous nous conseillez vivement la crème solaire, évidemment. Minimum 50. Coucher Pets, oui, oui. évidemment. Écran le total. 26 novembre 1770, Elisabeth l'avant-coureur. C'est une feuille hebdomadaire, vous savez, qui présente les nouvelles, annonce la crème solaire. D'ailleurs, c'est une des premières mentions, sinon la première mention de cette association de crème et de solaire. Ce genre de publication, en réalité, c'est de la publicité. Et là, c'est celle d'un certain Sieur Desparaux, un homme qui se présente ni comme apothicaire, ni comme médecin. Il est installé à Paris et il présente un spécifique, nous on dirait aujourd'hui, une sorte de médicament. Il présente une crème solaire pour réparer la peau endommagée par le mauvais blanc. Le blanc, c'est ce qu'on mettait plein la face, histoire de ressembler justement à une face de porcelaine. Alors parfois, c'était toxique, hein, il y avait du plomb. Cette crème peut même blanchir la peau. Vous savez, on est à un moment où le teint blanc est prisé des aristocrates, des bourgeois, parce que la peau tannée, hâlée, bronzée, c'est celle des paysans, des paysannes dans leurs champs, c'est celle des marins en mer. C'est-à-dire que s'afficher avec un teint blanc, ça veut dire, regardez, moi, je suis pas obligé de travailler. Et cette crème solaire-là, elle est vraiment formidable. Elle enlève les rousseurs, elle enlève même les rides. Elle est absolument exceptionnelle. Alors, cette crème est solaire parce que elle donne un teint très lumineux, vous voyez, qui éblouit comme la lumière du soleil. C'est du Botox, c'est pas une crème solaire. On est loin de la crème solaire avec votre truc, Xavier Mauduit. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les crèmes solaires telles qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, les crèmes solaires d'aujourd'hui sont nées d'un double processus. Il n'y a pas eu besoin de scientifiques pour savoir que le soleil, ça chauffait. Donc, ces processus sont scientifiques et économiques et sociaux. Scientifiques déjà parce que c'est au tout début du 19e siècle, vous avez un physicien allemand, Johann Ritter, qui, dans le spectre solaire, identifie la couleur qui est la plus oxydante, c'est le violet, d'où les ultraviolets. Ça y est, nous avons les UV. Et économique et social, parce que c'est l'industrialisation. Et à ce moment-là, les gens qui ont le teint pâle, blafard, ce sont les ouvriers, les ouvrières enfermés dans les usines, ce sont les mineurs au fond des mines. Et par effet de distinction sociale, l'élite s'affiche, alors bronzée, c'est un lent processus, mais en tout cas, au début du XXe siècle, c'est clairement ça, s'afficher bronzé, ça veut dire que, regardez, moi j'ai du temps à consacrer aux loisirs. Mais pourtant, les effets du soleil n'ont pas changé comme une évidence, c'est-à-dire que ça brûle toujours, on peut avoir des coups de soleil. Et là, la cosmétique s'empare de la question en créant, dans les années 1920, les premiers prototypes de protection solaire, mais à destination de l'élite, et très vite ça se généralise, en même temps que les loisirs se généralisent. Dans le cas de la France, il y a 90 ans, en 1936, c'était le Front populaire et les congés payés, bien sûr. Alors le soleil brille pour tout le monde, mais qu'il soit utilisé comme un phénomène de distinction sociale, là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Marie, vous nous présentez deux boomers, des French boomers, Chantal et Bernard, non pas Dinana, parce que couple de retraités fictifs qui enflamment les réseaux sociaux. Ouais, dans la langue des internets, c'est ce qu'on appelle un troll, un contenu parodique qui utilise un second degré assez subtil pour que certains et certaines tombent dans le panneau. Ça se passe sur les réseaux sociaux X. Chantal et Bernard se présentent comme des jeunes retraités entre Arcachon et Paris. Leur mantra, la vie est belle, on a bien mérité. Il est beaucoup question d'immobilier dans les publications du couple, qui sont illustrées de photos faites avec de l'intelligence artificielle parce qu'ils n'existent pas. Ils ont passé donc soi-disant une carrière entière à la Poste et à l'Éducation nationale. Ils possèdent, parce qu'ils ont fait des bons placements, une villa à Arcachon et plusieurs appartements à la capitale. Bernard se plaint d'ailleurs de l'encadrement des loyers à Paris, qui l'oblige à baisser le studio rue Mouffetard. En mai 68, écrit-il, on criait « il est interdit d'interdire ». Aujourd'hui, on nous interdit de fixer nos loyers. La révolution n'en va servir à rien, conclut ce pauvre propriétaire plaint. Il se plaint aussi de devoir nettoyer sa piscine, celle d'Arcachon. Elle est verte à chaque printemps quand il réouvre la maison. On parle de résidence secondaire comme si c'était un luxe. C'est surtout une seconde charge mentale, soupire-t-il, apparemment épuisé, se comparant aux générations d'après, qui n'ont, d'après Bernard, plus aucune notion de l'effort, qui sont mal organisées, qui sont des assistés, comme par exemple leur propre fille, Stéphanie, qui a supplié ses parents de garder les petits en urgence parce que la crèche est fermée, elle a un rendez-vous boulot important. Réponse de Chantal et Bernard, désolé, on a bridge, on ne peut pas. Une nounou à 18 € de l'heure, c'est pas la mer à boire, Stéphanie. Alors oui, c'est drôle quand on sait que c'est parodique et qu'en vrai, on connaît quelques seniors qu'on trouve un peu égoïstes.
c'est un petit peu drôle aussi, je l'avoue, de lire les réactions sur les réseaux de celles et ceux de tous bords politiques d'ailleurs qui se font piéger par Chantal et Bernard. Cyrine n'existe pas. Mais non, mais si on lit vite, on y croit. Cyrine écrit « Je n'en peux plus de ces Shibani déconnectés de la réalité actuelle ». Shibani, ça veut dire vieux, cheveux blancs en arabe. Et c'est exactement d'ailleurs ce que cherche l'auteur anonyme qui se cache derrière Chantal et Bernard. C'est un trentenaire, on ne connaît pas son nom, mais il a bien voulu répondre aux questions du journal Le Monde. Et lui, il explique que la fracture entre les générations, c'est la grande recomposition sociologique de notre époque. Plus que le clivage droite-gauche, plus que les questions identitaires, d'après lui. Et c'est pour ça qu'il a choisi de faire, d'ailleurs, de Chantal et Bernard, des retraités de la fonction publique. Pour lui, ça interdit de lire cette histoire en termes de lutte des classes. Ce ne sont pas des privilégiés au sens habituel du terme, ce sont des classes moyennes ordinaires qui sont devenues structurellement privilégiées par un effet de génération. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est que le sujet il soit abordé frontalement dans les médias et au Parlement, carrément. Le jour où on en parlera vraiment, Bernard et Chantal pourront retourner à leur villa et moi, j'éteindrai mon téléphone. Promet cet auteur, finalement, beaucoup plus sérieux que ses héros. Ben absolument, mais un sage. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera demain à 20h05, mais en attendant, on se quitte en musique avec La complainte du phoque en Alaska, une merveille signée Beau dommage, clin d'œil à Steve le phoque. Tchuss. Pour aller faire tourner les ballons sur son nez.